Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de tous vous retrouver. Comment vous allez? Ah bah c'est bien, c'est collégial, ça fait plaisir. Soyez les bienvenus à cette nouvelle soirée YouTube de novembre 2024 déjà. Ça fait maintenant 4 ans qu'on organise ces soirées YouTube. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est la première soirée YouTube ce soir? Des nouvelles têtes? Oui, il y en a quelques-unes. Alors du coup, je vais prendre le temps de représenter le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Tous les premiers vendredis du mois, on organise ces soirées YouTube. On diffuse des vidéos YouTube sur grand écran en présence des créateurs autant que possible. Et on essaye d'organiser un temps d'échange avec les créateurs et les créatrices, évidemment. Donc c'est un petit moment un peu unique de découvrir tous ensemble des vidéos sur grand écran et puis de communier parce que mine de rien, l'expérience de visionnage n'est pas la même quand on est chez soi, seul, devant sa télé ou son téléphone et tous ensemble réunis sur des canapés, tranquille mimi, à la cool, à la fraîche. En plus, on a des bières, c'est formidable. La bonne bière, exactement. J'en profite pour remercier, comme chaque soirée, le personnel de l'Aquarium Ciné Café qu'on peut applaudir, qui nous rafraîchissent, qui nous abreuvent et qui nous nourrissent et qui gèrent la technique pour nous. Merci beaucoup à ce lieu assez unique de nous accueillir tous les mois. N'hésitez pas, si le lieu vous plaît, à vous renseigner sur leur programmation. Ils organisent des soirées karaoké, des projections de films, des débats. C'est formidable comme lieu associatif. Donc vraiment, si vous n'êtes pas trop loin, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Merci aux bénévoles. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, cette soirée, elle est particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un retour derrière moi et que c'est hyper compliqué de me concentrer parce que j'entends ma voix en double, c'est l'enfer. Mais c'est ma faute. D'autre part, elle est particulière parce que nous avons une de nos invités, Cléor, qui sera avec nous à distance. Ça va être la première fois qu'on teste ce dispositif, mais voilà, c'est quelqu'un qui tient à son anonymat, qui ne pouvait pas forcément venir. Donc, on a décidé d'organiser quand même parce qu'on voulait projeter son travail, parce qu'on aime beaucoup son travail. Je dis on, mais en fait c'est moi, parce que c'est moi qui gère la programmation. Mais voilà, du coup, ça fait plaisir de pouvoir organiser ça. Ça va être une première de diffusion à distance, donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer. Le personnel de l'Aquarium a été très rassurant. Tout devrait bien se passer. Normalement, elle nous entend, oui, tout à fait. On la fera intervenir tout à l'heure. Mais voilà, elle peut vous voir à travers cette caméra, donc vous pouvez faire du bruit à travers le micro, allez-y. Voilou. Donc, cette soirée, elle est aussi particulière pour une autre raison. C'est que ce soir, on va faire une expérience, quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant à l'Aquarium Ciné Café. On va projeter du contenu vertical. Et pour l'occasion, on accueille un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup, qui fait du contenu vertical. C'est de toi dont je parle. Fais pas le malin. Sans plus de cérémonie, je vous propose d'accueillir et d'applaudir comme il se doit Sushi Nihiliste. Installe-toi, je t'en prie. Ça va bien? Ça va bien. Hop, tiens. Ouais? Ceci est un test. Ah, formidable. On vit dans une époque, hein, t'as vu la technologie et tout. Les technologies des micros. Bon, Sushi, est-ce que tu voudrais présenter brièvement ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas ici? Bien sûr. Alors, comme mon pseudo l'indique, je fais des vidéos où je parle des sushis, leur histoire, leur fabrication, comment ça marche, qui l'a inventé. Pas du tout. Je fais des blagues. Je suis humoriste. J'ai commencé en lisant des commentaires débiles sur Internet, ce que je fais toujours au demeurant. Donc, quand vous écrivez des trucs chelous sur des vidéos, sur Twitter ou ailleurs, méfiez-vous parce que je suis là derrière et je peux vous pointer du doigt et me moquer de vous. Et j'aime ça, me moquer de vous. Et voilà. Et maintenant, je fais un peu de tout. Je réagis à des trucs débiles. Je fais de l'humour, en fait.
Je fais rire des gens. Le premier qui me dit raconte une blague, ça va pas le faire. On me l'a déjà fait, ça. Hein? C'est très gênant, ça, hein, comme question. Hein. Voilà, donc, merci beaucoup. Hein, génial. Donc du coup, toi, tu fais du contenu vertical, tu fais notamment du contenu court, de réaction justement, de mise en lumière, de commentaires un peu Oui. Mais tu fais aussi de la fiction, tu réalises un peu de fiction. Alors, je suis le seul à faire ça, mais j'ai un système de saison pour savoir où j'en suis. Et donc chaque année, c'est une nouvelle saison. Et à la 3e année, c'était la saison 3, je me suis dit on va faire un truc un peu spécial. On va faire que chaque mois, va y avoir un épisode spécial qui sera narratif et créer un fil rouge comme ça. Aucun rapport avec les vidéos, c'était juste je voulais m'éclater, raconter une histoire, m'amuser, parce que j'ai une formation de cinéma à la base. Et du coup, raconter des histoires, c'est un truc qui me plaît, c'est pas du tout ce que je fais dans mon contenu. Et je me suis dit, bon, on va faire ça. C'était vraiment pour moi, pour le fun, et puis ça a plu, et puis ça... Donc du coup, il y en avait un par mois pendant un an, donc forcément, il y a 13 épisodes. Et puis voilà. Et puis alors au début c'était censé être purement très court comme je faisais avant avec des épisodes d'1 minute. Moi je me rappelle, je voyais parce que j'ai fait ça avec des amis en fait qui sont comédiens. C'est la première fois que je tournais avec d'autres personnes que moi-même et je leur disais ouais ça va être des trucs courts, on va pas se prendre la tête, 1 minute, une fiction sur. Bon, le dernier épisode fait 13 minutes, ça s'est barré en couille. À la fin j'étais sur les rotules, l'intégrale fait 1h30. C'est un film le bordel quoi. Et bon format vertical évidemment donc évidemment. Bon ouais, oui mais à chaque fois que je t'en parlais tout à l'heure, mais à chaque fois que je pense format vertical, je revois Antoine Daniel dans son sketch où tu sais il y a le type qui forme un format vertical, tu sais, il tourne le téléphone pour le mettre en format horizontal, il lui met une petite gifle au passage parce que voilà, mais les nouvelles technologies des smartphones cellulaires font que c'est plus pratique aujourd'hui, mais c'est un format que j'ai souvent moqué, que TikTok quand c'est arrivé je me sentais déjà vieux. Comme Snapchat d'ailleurs, ça j'ai toujours pas compris, mais TikTok, oui, je jugeais, hein, comme tout le monde, j'étais oui c'est nul, c'est pour les enfants, c'est pas terrible. Puis écoute, je devais vraiment m'embêter, et du coup j'ai ouvert TikTok et puis j'ai découvert des créateurs de contenu ultra talentueux qui profitaient du format vertical pour faire des trucs que moi j'avais jamais vus. Et c'est là que je me suis dit, mais on peut faire. Alors, je dis pas que c'est ce que je fais, hein, je dis pas que je suis au niveau de. Voilà, mais il y a des Américains surtout qui, des fois, font des trucs, mais fous, quoi. Ils profitent du format vertical, le fait qu'on voit pas ce qu'il y a sur les côtés, pour faire des trucs qui paraissent vraiment énorme budget, etc. à l'américaine, alors qu'en fait, c'est des trucs fauchés, quoi. Mais comme tu vois pas ce qu'il y a derrière les gens, parce que le format vertical est parfait pour filmer quelqu'un à cadrage d'homme comme ça, en fait tu peux faire des trucs de dingue quoi. Et quand j'ai vu ça m'a vachement inspiré. Je me suis dit mais en fait c'est un format qu'on moque et a plus ou moins raison, hein. Quand on est dans le cinéma c'est un peu hérétique, mais en fait on peut faire des trucs très créatifs et je trouvais ça assez fou. Et voilà. Alors par contre, faire une fiction en format vertical, c'est un calvaire. Non mais je veux dire, il y a 5 personnes, on fait comment? Et c'est vrai, c'est un casse-tête. Tu te dis, il y a 5 personnes. Là, si je veux filmer la salle, voilà, c'est vertical, on vous voit tous. Si je veux vous filmer en format vertical, ça va être compliqué. Il va falloir un recul de malade. Il faut imaginer des plans. Bon, les premiers épisodes, bon voilà. Mais dans le best-of, je vous ai mis 3 épisodes. Les 3 premiers épisodes de Sauver Sushi, c'est le terme, c'est le nom de cette petite série. Bon, évidemment, il n'y a pas tout, hein, forcément, ça dure 1h30. Donc, j'ai mis les 3 premiers épisodes et je vais mélanger. C'est un best-of spécial que j'ai fait pour la soirée parce que c'est compliqué. Il y a toutes mes vidéos sont numérotées. J'ai plus de 380 vidéos. Compliqué, il y a eu beaucoup de chemins, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, donc j'ai essayé de faire un melting pot de tout ce que plus ou moins je pouvais faire, tous les formats, dont la fiction. Ouais, c'est ça, pour montrer l'étendue de ce que tu crées. Ah oui. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on regarde ça tous ensemble et puis qu'on en parle tout de suite après. Est-ce que ça vous va? Eh bien parfait, eh bien on vous dit à tout à l'heure, bon visionnage et à tout de suite. Bon visionnage. Ben. J'ai essayé de mettre un peu de tout. Il y a des trucs récents, des trucs plus anciens. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça fait toujours bizarre de voir son travail projeté sur un écran comme ça. Ouais, mais les retours du public sont quand même plus vivants que des commentaires. J'ai entendu des rires, ça fait plaisir. C'était un test, hein, c'est-à-dire que je suis monteur de métier, monteur vidéo, et c'est vrai que le format vertical, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je m'en moquais souvent, mais je voulais pas mourir bête, quoi. Je voulais essayer. Et le premier épisode que j'ai fait, c'était un concept que ce que vous venez de voir, et puis je me réveille le lendemain et j'avais 10 000 abonnés. J'ai pas compris. Bon, forcément, le mec il fait caca, les gens ils applaudissent, il recommence. Hein, donc, voilà. Puis je suis là devant vous ce soir.
Voilà, au début. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Alors je désamorce, je ne suis pas réellement un sushi. Hein, on me la pose Bon, souvent. les premières questions sont toujours un peu timides, mais c'est vrai que la question posée sur le format vertical est intéressante. C'est vrai que surtout si tu viens du circuit classique, que tu as fait une formation de cinéma, etc., le format vertical, ça doit être contre-intuitif. Euh, avec quoi tu filmes déjà? Est-ce que tu filmes avec ton téléphone ou avec une caméra verticale? Avec mon téléphone. Il y en a qui filment avec des... Ils m'impressionnent. Hein. Je vois des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui ont beaucoup plus l'habitude que moi de TikTok et tout ça, et qui filment avec des caméras incroyables. Non, moi je filme avec mon téléphone, hein, et c'est pour ça que bon, là ça va, j'ai pas pris les pires, mais il y a des épisodes où tu sens que bon déjà je suis pas très frais, je filme ça le matin, et puis bon c'est mon téléphone quoi, donc c'est souvent qualité bon, mais en fait je suis très perfectionniste pour les formats horizontaux, je fais très attention en tant que monteur, en tant que cadreur, et les formats verticaux pour moi c'est un je veux pas être perfectionniste là-dessus. Je veux juste m'éclater. Aujourd'hui, c'est mon métier. J'en vis. Mais à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, en un sens, c'était juste pour je sais pas comment dire, pour rigoler avec moi-même, quoi. C'est-à-dire histoire de relâcher justement la pression. J'ai jamais pris ça au sérieux. Et encore maintenant, d'ailleurs, enfin, je fais des blagues. Voilà, Trump élu président, bah, tu me vois juste rigoler pendant 1 minute, quoi. Y a pas de... Et je veux juste m'éclater, m'amuser, faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai aucune contrainte particulière avec ça. Et tant que ça plaît aux gens, en plus, ça me fait d'autant plus plaisir, quoi. Donc, c'est tout bénef, quoi. Est-ce que tu as posté ça sur tes premières vidéos, tu les as postées sur TikTok, sur YouTube ou les deux en même temps? Les deux en même temps. Je faisais sur TikTok et comme j'aimais bien... Enfin, TikTok, le problème c'est que c'est une plateforme qui est... Je crois que le 3e épisode a été censuré par TikTok. Parce que je sais plus, c'est une bêtise. De toute façon, tu pètes et TikTok considère que tu fais de la haine raciale, donc c'est compliqué quoi. C'est TikTok, ils sont très, c'est des bots. C'est des bots, ils savent pas ce qu'ils font. Donc forcément, c'est pas évident. Mais c'était un motif super grave. Hein. C'était genre haine raciale, un truc comme ça, quoi. Mais je parle même pas de ça. Enfin, je fais des poètes. Enfin, qu'est-ce que tu veux de me parler de... Mais non, ils m'ont dit, non, mais faites l'apologie. Ok, très bien. Donc, et en fait, ça me saoulait parce que je me suis dit, bah du coup, tout ce que je fais, ce serait conservé nulle part sur Internet. Si TikTok s'amuse à supprimer toutes les vidéos, comme je prends pas ça au sérieux, si tu veux, j'allais pas reposter. Parce que je pourrais reposter des vidéos, etc. Moi, je pars du principe que quand tu fais du contenu pour une plateforme, si la plateforme n'en veut pas, eh ben elle en veut pas. Je vais pas me battre contre les plateformes, ça m'intéresse pas. Que ce soit YouTube, TikTok, Instagram ou toute autre plateforme. Mon but c'est pas de me bagarrer avec les plateformes, ça m'intéresse pas. Bon, alors je fais gaffe maintenant quand même un peu, mais voilà. Et du coup YouTube, dès le début, j'ai posté des compilations chaque mois. Compilation mensuelle, ça me permettait d'avoir... ça ressemble en fait au format que vous avez vu là, sauf que normalement c'est toutes les vidéos du mois dans l'ordre, et ça me permet de pouvoir conserver mon travail quelque part. Donc dès le début, ouais. J'avais commencé en juin 2021 et donc à la fin du mois de juin 2021, j'avais mis toutes les vidéos de juin. Il y a une volonté, malgré que ce soit effectivement quelque chose que tu prends pas au sérieux, entre guillemets, il y a quand même une volonté d'archivage et que ça reste accessible. Je crois que c'est mon côté journaliste, ça. Mais j'aime bien tout archiver, partout, tout le temps. J'aime pas que les choses se perdent. Pareil, je sais pas... je sais pas si vous connaissez Feldup, je suis un gros fan de son travail, mais par exemple, il arrête pas de parler de Lost Media, de choses comme ça. C'est énervant, les Lost Media, je trouve. Par leur essence, c'est énervant. Enfin, je veux dire, il y a un truc, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, et il a disparu. C'est énervant. J'aime pas ça. Et même si mes vidéos, je les prends pas au sérieux, ça m'embêterait que ce soit supprimé complètement d'Internet, quoi. Donc sur YouTube, c'est là. Elles sont toutes démonétisées, déréférencées, mais c'est là. Donc c'est pas perdu. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au fond, le Béret. Monsieur Béret. Monsieur Béret, c'est un vrai nom? Non. C'est mon nom, Monsieur Béret. Vous pouvez m'appeler comme ça. Tu es beaucoup tagué, en fait, Oui. pour faire tes vidéos. Est-ce que maintenant, tu choisis encore un petit peu te dire, ça c'est marrant, ou alors tu restes, tu pioches les vidéos qui t'intéressent dans le fait que les gens te taguent, quoi. Alors, c'est vrai que là, on l'a pas trop vu, mais la majorité des vidéos que je fais, ce sont des lectures de commentaires. Il y en a eu un au début notamment, mais c'est surtout ça que je fais. En fait, j'ai commencé par ça et je faisais que ça au début. Là, dans le best-of, j'ai essayé de montrer un peu tout ce que je faisais. Donc, il y a aussi je réacte à des émissions télé, des trucs. Des vidéos réact sur Bien les sûr. commentaires où et comme c'est ce que ça commence sur des tags Ouais. de Sushi Nilis vient nous sauver. Et c'est là que ça a commencé. En fait, moi, j'avais pas prévu
que les abonnés me mentionnent eux-mêmes dans les. C'était pas prévu, c'était pas calculé. J'ai jamais demandé à ce qu'on le fasse. Aujourd'hui, tous les jours, que je fasse des vidéos ou pas, j'ai pris en juillet mon premier mois de vacances et la statistique restait la même. J'ai entre 500 et 2000 mentions par jour. Les gens, ils sont sur les réseaux, ils voient un débat débile dans les commentaires, absurde, hein, mais vraiment, ça peut être n'importe quoi. Je crois que le plus absurde que j'ai fait, c'était sur les pâtes carbonara. Enfin, il y a des gens qui s'embrouillent parce qu'il faut mettre de la crème, il faut pas mettre de la crème, et ça part loin, quoi. Des gens, ils sont, c'est moi qui ai raison, toi qui as tort, et c'est savoureux, quoi. C'est des discussions lunaires, et les gens me taguent dessus. Il y a des posts comme ça où quand c'est particulièrement lunaire, t'as 30 messages, t'as 15 mentions de sushi nihiliste. Et du coup, dès qu'il y a des débats débiles, bah, c'est moi qu'on appelle. Le super-héros un peu nul, quoi. Le pourfendeur. Il en fallait un, et puis j'étais là, et puis on m'a dit ce sera toi, on m'a mis le bonnet d'âne, et puis voilà, c'est bon, maintenant je lis les commentaires. Donc voilà, non, mais ça me fait plaisir. Et puis du coup, oui, alors maintenant, comment je fais ? Je vais plus moi-même chercher les vidéos débiles, ça m'arrive encore, surtout parce que quand c'est du react vidéo, c'est différent, tu sais, les vidéos mal alpha, tout ça, c'est ce que je fais beaucoup, ils me font délirer, ces gens-là. Ils sont très drôles, avec le costume 3 pièces, là, moi j'adore ces gens-là. Ils sont savoureux, enfin je les aime beaucoup, à affirmer leur virilité, leur bordel, je trouve ça très drôle. Et maintenant pareil, j'ai commencé à faire les mal alpha, et maintenant dès qu'il y a une vidéo d'un pélo qui se vante d'avoir un costume 3 pièces, et ben on m'appelle, voilà. Je fais voilà, il a un costume 3 pièces, moque-toi de lui. Je fais oui, mais lui c'est le président de la République, ça n'a aucun rapport avec les vidéos de mal alpha. Je sais pas pourquoi tu m'appelles. Donc bon, c'est bizarre, mais ça me fait plaisir. Et du coup maintenant, quand je cherche une idée de vidéo, j'ai pas trop à chercher loin, quoi. Je vais dans mes mentions. Et ça fait plaisir, parce que du coup, c'est les abonnés eux-mêmes qui m'apportent toute la matière première. De là à dire que je suis un gros flemmard et que j'ai plus rien à faire et que maintenant c'est les abonnés qui roulent pour moi, il n'y a qu'un pas que je franchis, mais voilà, le métier est fait. Il y avait une autre question ici, et puis après on fait remonter jusqu'ici. Alors, moi, je me demande du coup par rapport à... Je regarde tes vidéos et du coup tu fais lecture de commentaires et tu prends des voix, tu fais tes lectures de commentaires. Et du coup, je me demandais comment te viennent les voix. Est-ce que c'est de manière purement random ou alors il y a réflexion, c'est peut-être un peu grand, mais... Oui, j'irai pas jusqu'à parler de réflexion. Mais... non, mais c'est des voix débiles. En fait, j'en ai toujours fait. Je considère pas ça comme un talent à titre personnel. Enfin, on est tous capables de faire des voix débiles comme ça. Ouais, c'est rigolo. Mais voilà. Et c'est juste qu'en fait, c'était par pure praticité en fait, parce que tu as plein de commentaires et c'est impersonnel un commentaire. Tu sais pas à quoi le mec ressemble, tu sais pas quel genre de voix il a, si c'est un homme ou une femme, c'est impossible en fait. Donc pour qu'on les mélange pas, pour les distinguer, j'ai dû faire des voix différentes, etc. Des fois je rajoute un petit accent et puis des fois je fais une voix de gros gamin et puis le gros mascu machin, bon, et puis les gens ils aiment bien, mais je suis pas comédien de doublage, j'ai fait du théâtre mais je suis pas comédien de doublage, si tu le saurais sinon. Oh, oui. Donc voilà, et puis non, mais je considère pas ça comme un talent, c'est purement pratique en fait, juste pour les distinguer, mais c'est ça qui fait rire les gens aussi, je pense, hein. Donc voilà, ça m'éclate. C'est drôle, perso. De quoi? C'est drôle, perso. Mais c'est un plaisir. En fait, comment dire? En fait, ça vient avec le commentaire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens scientifiques, tu vois. Je les adore. C'est mes préférés, mes chouchous, tu vois. Ils débattent, je sais pas, de questions compliquées, des trucs quantiques, tu vois, des trucs. Il y a des sommités qui étudient encore le sujet et qui se donnent des migraines. Et là, t'as Jean-Kévin. Il a 13 ans, Jean-Kévin, et il arrive sur TikTok et il fait « Ah, mon papa, il m'a dit... » Et du coup, je prends une voix de gamin, je suis obligé, tu vois. Parce que c'est comment tu veux le jouer autrement, tu vois. Et maintenant, je les mets même en scène, des fois. Je mets une casquette ridicule, je dis « Oh, c'est moi, un gamin. Mon papa, il m'a dit, c'est comme ça. » J'adore, c'est savoureux. Ils savent tout. Ils ont compris l'univers, tu vois. Alors, je leur donne la voix qui, dans ma tête, ils ont, quoi. Et puis, des fois, c'est des gens plus... violent, c'est-à-dire méchant, tu vois. T'es qu'une merde, c'est méchant, et il est méchant, voilà. Il a décidé d'insulter tout le monde, donc on lui fait une grosse voix de méchant. Donc il n'y a pas de réflexion, mais ça va avec le commentaire, oui. Oui. C'est souvent la voix de gamin que j'utilise, hein, bizarrement, sur TikTok, mais c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Il y a un truc à rechercher là-dedans. Est-ce que c'est possible de faire remonter le micro? Il y avait une question juste ici. Merci déjà pour les vidéos. Alors, je ne connais pas ta chaîne, contrairement à mon fils, pour le coup. Donc, moi, je suis la daronne. Hein. En fait, je voulais juste savoir, tu disais, c'est beaucoup en fonction de
bah voilà, tu as envie de prendre du plaisir et puis il y a beaucoup de gens qui te taguent, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même une stratégie, avec plein de guillemets, sur justement que ce soit la périodicité ou les thématiques pour varier, enfin voilà, pour qu'il y ait un certain rythme, une certaine ligne éditoriale, etc. C'est une bonne question. Au début, évidemment, non, puisque c'était comme ça, purement récréatif. Et puis, bon, bah, forcément, il y a un moment où la question de l'argent se pose, puisqu'aujourd'hui, j'en vis, mine de rien. C'est même ma source d'activité, ma source de revenus principale. Je vis plus des vidéos que de mon métier de journaliste, c'est dire. Donc, c'est à la fois une fierté et un plaisir. Et forcément, on se pose la question de se dire maintenant, je suis un chef d'entreprise. Maintenant, je suis auto-entrepreneur. Il faut que je fasse du bénéfice. Mais je suis nul à ça, déjà. Et à chaque fois que j'ai tenté des stratégies, parce que forcément, je rencontre des youtubeurs plus sympa que d'autres, certains. Je rigole. Mais, ça va. Hein. Non, mais je rencontre des gens qui font la même chose que moi. Et forcément, on parle de ça entre nous. Mais comment vous faites, est-ce que vous... Parce qu'à l'époque, j'en vivais pas. Donc, est-ce que toi, t'en vis, etc. Et on me donnait toutes sortes d'idées. Il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu fasses comme ci. À chaque fois que j'essayais des stratégies, ça flopait. Mais c'est presque prédictif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais un truc un peu strat, je me disais bah tiens, là je vais essayer de parler de ça, mais de cette manière-là, que ça fera plus de clics, etc. Mais ça marche pas en fait. À chaque fois, ça marche pas. Je peux pas l'expliquer. C'est peut-être moi qui m'auto-convainc du truc, mais le fait est que quand je fais un truc qui juste comme ça, je me décharge d'un truc. Souvent, c'est pour me décharger d'un truc, etc. Et ça marche, en fait. Ça marche mieux que quand j'essaie de planifier tout un bordel. Voilà, et c'est bon. Bah, du coup, je tente plus rien, quoi, parce que je fais juste ce que je veux faire. Et puis, le seul truc, par exemple, là où ça peut changer la donne, c'est sur le rythme de vidéo. Par exemple, combien de vidéos je dois faire. Ça, j'ai jamais été stable là-dessus. Au début, je faisais ça tous les jours. Bon, oui, mais on peut pas faire ça tout le temps. La qualité des vidéos a augmenté entre-temps aussi. Il y a eu plus de montage, notamment, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc, après, c'était tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Là, je vais retenter tous les 2 jours. J'ai pas de rythme, en fait. Mais c'est pas tellement pour faire plus de vues ou quoi. C'est juste trouver un rythme de croisière. Ça, j'ai du mal, encore maintenant. Ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai toujours pas trouvé. Mais j'y arriverai un jour. Mais c'est pas de la stratégie. C'est juste comment... faire ça en fait, comment exercer ce métier, sachant que j'ai un boulot à côté qui est chronophage, qui voilà, et c'est que comment faire en fait tout simplement. Et ça, je tâtonne encore, je sais pas faire. On pourrait croire qu'après 4 ans je serais rodé, mais pas du tout. Je cherche, mais pas de stratégie particulière. Je réfléchis, mais non. Je reposte sur d'autres plateformes, à la limite. On pourrait voir ça comme une stratégie. Je veux sur Instagram, YouTube, il y a les shorts, tout ça. Ouais, voilà. Et c'est tout. Sinon, il n'y a pas de. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Oui, ici. J'avais juste une question par rapport du coup aux vidéos fiction. Du coup, tu disais que tu avais étudié le cinéma, etc. Mais c'est vrai que filmer en format vertical, c'est pas tout à fait le même vocabulaire. Du coup, est-ce que tu as dû réapprendre comment créer des cadres, ou est-ce que c'est venu assez instinctivement Alors, j'aurais dû réapprendre à filmer au format vertical. Je ne l'ai pas fait. Ça se voit, je pense. Il y a plein d'erreurs, plein de trucs qu'aujourd'hui, je revois et je me dis, oulala. Mais par exemple, anecdote débile, mais dans l'épisode 3, quand on est tous autour d'une table, il y a le type qui est encagoulé, tout ça, et puis il y a le psy, tout ça. Ça a été tourné 2 jours. En 2 jours, le psy n'était pas avec nous. On l'a tourné à part. C'est compliqué. Je veux dire, il y a un comédien qui peut pas venir et il faut tricher. C'est pour ça que la caméra elle bouge dans tous les sens dans le 3, parce qu'en fait il faut tricher. Et en fait c'est du bricolage, c'est-à-dire que c'était que ça, parce que c'était un projet qui est bénévole, c'est-à-dire que je suis pas rémunéré pour ce, enfin si indirectement avec les vues, mais je veux dire, je rémunère pas les comédiens, c'est des copains, on fait ça entre amis, et du coup on s'agence avec le planning de tout le monde, quoi. Et c'est compliqué parce qu'il y en a qui peuvent pas venir, tout ça. Et c'est ça surtout qui m'a bloqué dans le truc et qui faisait que j'étais obligé de créer et imaginer des histoires comme ça. Et en fait, le projet, à la base, le projet, c'était je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Il y avait une intrigue débile. Il y a un abonné qui veut me buter, quoi. A priori, c'est juste ça. Ça me laissait c'était un scénario assez stupide et puis en même temps assez large qui me permettait de pouvoir improviser ce que je voulais. Parce que c'est complètement improvisé. Je ne savais pas où j'allais. Oui, tu inventais au fur et à mesure des C'était mois. le défi, ouais. C'était un défi, je me voyais ça comme un défi. Et créer une fiction que j'improvise en fonction éventuellement des rencontres que je fais. Monsieur X, le détective ultra cringe, lui par exemple, voilà, je l'ai rencontré sur le tard, un collègue de boulot, et puis je lui ai dit, tu veux pas jouer un détective débile? Il m'a dit, non, mais si. Et puis voilà. et non, mais ça se fait comme ça. Et tout a été improvisé. Et alors, plus ça avance,
plus c'était, comment dire, plus je me précisais parce que je commençais à avoir l'habitude de filmer avec ce format-là. À la fin, là au début, ça va, on est mignon. À chaque épisode, je rajoutais un personnage. Ça aussi, c'était une sacrée connerie. Ça. Parce qu'à la fin, évidemment, 13e épisode, on se retrouve avec une bande. C'est le Scooby Gang. C'est complètement, enfin, on est trop. Et ça devenait infernal. Et non, c'était que des défis en fait comme ça. Et en plus, au début, c'était 1 minute. Et puis après, mais en fait, c'est vachement court 1 minute pour raconter une histoire. C'est pas possible. Donc j'ai rallongé, l'épisode 3 il faisait 3 minutes, l'épisode 4 il en faisait 6, c'était infernal quoi. Et du coup je devais tout le temps réapprendre, réimproviser tout ça. À la fin je m'en tirais mieux. Et puis dans le groupe il y a Ambre qui est ma meilleure amie qu'on voit dans la vidéo, qui elle a l'habitude du format vertical et qui m'apprenait des trucs. Alors évidemment, moi qui ai une formation de cinéma, je me sentais un peu, oui, bah ça va, tranquille, quoi. Mais je sais pas, il y avait une scène dans l'épisode final où il y avait plein de gens autour d'une table, et moi j'étais là à imaginer des plans, on verrait le dos de machin pour voir où les gens se situent dans le décor, tout ça. Il y a un qui dit, pourquoi tu les filmes pas de face? Juste. Et dès que quelqu'un d'autre parle, tu changes de plan, ils sont face, quoi. Ouais, bah oui, oui. Et ça marche super bien. Et je me sentais tout bête. Et c'est oui, mais c'est con, mais c'est efficace. Mais on situe pas les gens dans l'espace. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait de situer les gens dans l'espace? Mais c'est vrai, on s'en fout. Et effectivement, on s'en fout. Et j'ai appris comme ça. Pour moi, c'était pas intuitif. Pour moi, il faut un champ contre champ. Il faut qu'il y ait le mec en amorce et le type en face. Je dis, mais on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le sujet qui parle, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait cette scène-là. C'est complètement improvisé, quoi. Et ouais, j'ai dû réapprendre tout ça. Et le gros défi, c'était l'impro, quoi. Ça, c'était un délire, ça, parce que, je sais pas, il y a des comédiens qui, en avril, il y a l'un des comédiens principaux qui me dit, je déménage à Nice. Salut. J'ai commencé à prévoir mes trucs. Et en fait, à la fin, les 2 derniers mois, c'était infernal parce qu'en fait, il fallait que je clôture l'histoire, quoi. Et je me retrouvais avec un fil rouge qui, mine de rien, commençait à être. On dirait pas comme ça, mais à la fin, l'histoire était comaque, quoi. Il y avait des intrigues, des personnages, des machins. Et je me retrouve avec tout ce bordel et je me dis, bon, ben voilà, j'ai 2 épisodes pour faire en sorte que ce soit cohérent, quoi. Je suis très fier du final que j'ai fait. C'est le seul truc dont je me vante vraiment. C'est le seul truc dont je suis vraiment très fier. Le double épisode final, c'est une grosse fierté. J'ai pas pu vous le diffuser ce soir, forcément. C'est 1h30 tout le scénario. Mais je suis très très fier du double épisode final. Surtout le fait d'avoir réussi à improviser un truc et qu'à la fin, chaque épisode est indispensable pour comprendre le final. C'est ça, en fait, mon défi. Je voulais pas qu'à l'épisode final, genre la révélation, tu vois, ou le plot twist, ce soit genre, ouais, ben en fait, la moitié de la série servait à rien. En fait, parce qu'il y avait juste ça et ça qui était important, tout le reste c'est du remplissage. Je voulais que chaque truc, chaque épisode serve pour le final, et c'était ça qui était compliqué. Et improviser une histoire comme ça quand t'avais rien prévu, c'était débile comme idée, mais ça donnait un truc que j'aime bien, quoi. C'est les vidéos dont je suis le plus fier. Okay. C'est pas forcément les plus vues, mais c'est les vidéos dont je suis le plus fier. Les vidéos dont on est le plus fier sont pas souvent les plus. Non, mais c'est pas les plus vues, mais ceux qui les voient. Déjà, j'ai des retours unanimement positifs. Bon, il y en a qui critiquent le jeu d'acteur, ça c'est normal. Mais ça, je lui attendais déjà. Mais bon, on est tous amateurs, hein, donc on fait ce qu'on peut. Et moi compris, hein, je fais du théâtre, mais ça sert. Bon, il y a plein de moments où je me trouve, c'est moi. Hein, et c'est bon. Mais et à part le jeu d'acteur, on m'a comparé à Noob pour le jeu d'acteur. On n'arrêtait pas de dire. C'est dingue ce truc. C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je trouve pas ça grave. Non. Je n'ai pas le droit de m'exprimer sur le sujet. Pardon, monsieur, il a un parti pris. Non, mais bref, et à part le jeu d'acteur, en fait, ce qui était touchant, c'est qu'il y avait moins de vues, évidemment, beaucoup moins de vues. Les gens me connaissaient pour un certain format. La fiction sur Internet, c'est compliqué, ça marche de moins en moins. Et je m'attendais pas. Dès le début du projet, je me rappelle, j'ai vu Ambre, qui est sur les réseaux sociaux aussi, et je lui ai dit, je vais faire de la fiction. Elle m'a dit, t'es con. Oui. Et elle m'a dit, non, faut pas faire ça, ça marche pas. Et j'ai dit, mais en fait, je m'en fous, je veux juste m'éclater. Et c'était pas. Dès le début, je savais que ça marcherait pas. Et je lui ai même dit, je me rappelle, si les épisodes sont numérotés, épisode 1, 2, 3, 4, au début, tu auras 10 000 vues et au deuxième, tu en auras 5 000. Parce que les gens, ils lâchent au fur et à mesure. Et c'est normal. Et je me suis dit, au dernier épisode, il y aura beaucoup moins de monde. Et ça m'était égal, je m'en foutais. Mais il y en a qui ont suivi le truc jusqu'au bout. Et je me plains pas, hein, je veux dire, on parle quand même de milliers de spectateurs par rapport à effectivement des vidéos qui font 2 millions. Bon, voilà. Mais en fait, je m'en fous parce que quand on vient me voir en convention et qu'on me dit, ah bah j'ai kiffé la fin, et je me sens, je suis tout ému, quoi. Tu vois, je suis, ah bon, t'as tout suivi? Il fait, ah oui, chaque épisode. J'attendais chaque mois. J'étais, oh, franchement, mais ça m'émeut, quoi. Parce que c'est le seul truc vraiment qui se suivait. Et non, c'est pour ça que c'est le projet dont je suis le plus fier, parce qu'il y a des gens qui attendaient les épisodes comme ça, et je me sentais comme un gamin, quoi. J'avais l'impression de créer un truc. Ça a duré qu'1 an, tu vois. Et j'étais flatté et ému que des gens suivent ça. Alors que c'est complètement con, hein. C'est moi qui fais le guignol, mais les gens suivaient et je trouvais ça trop touchant, quoi. Donc voilà, c'est ma plus grosse fierté de créateur. Enfin, franchement, cool.
Bah écoute, merci beaucoup Sushi d'être venu Plaisir. présenter ce best-of et l'étendue de ton travail. Maintenant, on va passer aux vraies vidéos, celles qui Non. sont en format horizontal. C'est le moment. Merci beaucoup en tout cas Je d'avoir t'en accepté prie. l'invitation. On peut Merci à l'applaudir toi. encore une fois. Merci. Tu Merci beaucoup. reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Demain. Demain, ouais, mais ce sera fermé. Mais Ah. reviens quand tu veux. Merci à vous. La sucette, exactement. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Eh bien, il est temps d'accueillir notre deuxième invité qui nous observe depuis le début de cette soirée. J'allais dire j'appelle, mais en fait, elle est déjà au bout du fil. Je suis poète, je suis un petit blagueur. J'espère qu'elle est avec nous parce que j'ai pas fait confirmation juste avant. Mais au cas où, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Cléor! Cléor, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Ah, formidable, on peut la réapplaudir. Bonsoir Cléor, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Non? Non, ça rigole dans la salle? Ça se moque de moi? Vous voulez qu'on se batte? Non? Alors tout va bien. Est-ce que tu veux bien, Cléor, présenter ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas? Je suis une youtubeuse belge. J'ai commencé il y a un peu moins d'1 an. Et mes vidéos, c'est je raconte en gros des dramas américains qui ne sont pas forcément récents, mais je les explique un peu à ma façon. J'essaye d'être un peu drôle, mais c'est pas toujours facile. Et on aborde parfois des sujets un petit peu compliqués, donc par exemple la zoophilie, ce genre de choses. Mais vous en faites pas, la vidéo que vous allez voir est plutôt soft par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est très gentil en tout cas de nous avoir proposé de la diffuser. Elle est sortie hier sur ta chaîne, si je ne m'abuse. Exactement. Tout à fait. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on la regarde tout simplement et puis qu'on en reparle tout de suite après. Est-ce que ça vous convient? Eh bien parfait. Eh bien on regarde la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bon visionnage à tous. Eh bien, merci beaucoup, Cléor, de nous avoir permis de partager cette vidéo avec le public. Merci à toi et merci à vous. Ben, je t'en prie. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des questions dans le public? Oui, au fond. Alors, je vais compter sur la bonne volonté du public pour faire passer la sucette. Oui. D'où te vient cette passion du drama, comme tu l'as défini au début? Ah, Ça qui m'intrigue. En fait, ça doit faire presque 2 ans que j'ai commencé à regarder des chaînes de drama américains. Parce que chez eux, ils ont énormément de chaînes qui traitent souvent des mêmes sujets. Et bah, quand on commence à en manger une, on en mange énormément d'autres. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et à quel moment tu as décidé d'en faire tu as lancé ta chaîne il n'y a pas très très longtemps, si je ne m'abuse. Oui. Décembre de l'année passée, ouais. De quoi? Décembre de l'année passée. Ouais, décembre de l'année passée, ouais. Donc ça fait moins d'1 an du coup. Ça va faire bientôt 1 an. Ouais, bientôt l'anniversaire, ouais. Et oui, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir une chaîne, à parler sur ta chaîne de ces dramas américains? Alors, c'est arrivé totalement par hasard parce que fin novembre de l'année passée, j'ai arrêté un de mes travails en intérim et j'avais envie de me prendre 1 mois de pause. Et du coup, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos drama et il y a une des affaires qui m'avait énormément intéressée, c'était celle de SS Sniper Wolf. Et en fait, en faisant des recherches sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup, voire presque personne qui parlait de ce drama au niveau francophone. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, du coup. Et j'ai juste commencé à monter ma première vidéo, je l'ai postée, elle a fait 0 vue, normal. Et du coup, bah, j'ai juste continué parce que j'en avais envie, puis ça a commencé à prendre, donc j'ai continué. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, ici.
Bonsoir. Salut. Déjà, déjà, je tiens à dire que j'admire ton travail, sincèrement. Je ne savais pas que c'était ton pseudo, mais j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, toutes, et c'est toujours aussi incroyable. Le montage, les touches d'humour, c'est un gros taf, et je me rends compte, et c'est vraiment dingue ce que tu fais. J'avais une question. Oui. Je t'en prie, par rapport au contenu que tu proposes. Tu parles de youtubeurs américains. Donc, en fait, il y a deux questions. Première question, pourquoi tu te concentres sur les dramas américains? Est-ce qu'en France, on a. Je ne crois pas qu'on ait des dramas aussi dingues, mais peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais pourquoi? Donc, première question, pourquoi les dramas américains? Et deuxième question, même si c'est américain et malgré la barrière de la langue, est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes dont tu peux parler? Est-ce que certains t'ont déjà contacté vis-à-vis du contenu que tu proposes? Alors, pour la première question, du coup, pourquoi les dramas américains et pas du coup du côté français? C'est parce que, en fait, j'avais déjà l'impression que énormément de personnes en France parlaient des dramas en France et je voyais pas trop ce que je pouvais ajouter. C'est vraiment juste parce que, bah, quand j'ai commencé à regarder au niveau des dramas américains, j'essaye de me concentrer sur des affaires qui n'ont pas trop été traitées de notre côté. Donc, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup l'affaire MrBeast. Bah, j'ai pas, enfin, de leur côté, ils ont l'affaire MrBeast. Bah, j'ai pas vraiment envie de la traiter plus que ça, du moins pas pour l'instant, parce que non, parce qu'il y a déjà des youtubeurs français francophones qui, du coup, traitent déjà ce sujet. C'est plus pour ça que je me concentre sur la partie américaine. Et du coup, pour le retour des Américains, bah, en fait, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas du coup avec l'influenceuse, on va dire Lily Jean, sur laquelle j'ai fait une vidéo qui du coup m'a strike, qui a apparemment porté plainte au FBI contre moi, ce genre de choses. Mais c'est la seule, il me semble de mémoire, c'est la seule personne sur laquelle j'ai eu vraiment des retours. Mais je sais que par exemple, bah, j'ai fait une vidéo sur le youtubeur Mamamax, qui, en gros résumé, faisait de la chasse aux pédophiles sur sa chaîne. Et bah, récemment, quand il a fait son retour sur sa chaîne YouTube, il a montré plusieurs miniatures de personnes qui avaient fait des vidéos à son sujet. Et j'ai vu ma miniature dedans. Donc je sais qu'il y a certains youtubeurs américains qui ont déjà vu mon contenu. Mais le plus gros problème que j'ai eu, bah, c'était juste avec Lily Jean, mais c'est tout. Je pense que ça vaut le coup de le préciser. Pour le public, on a la capacité d'avoir une liaison vidéo avec les futurs invités qu'on aura. Simplement, Cléor tient à protéger son visage, son anonymat. Justement, j'imagine aussi à cause de ce genre d'ennui que t'as causé Lily Jean, quoi. Oui, exactement. J'ai pas trop envie d'avoir bah, le genre de choses que m'a fait Lily Jean, c'est-à-dire aller chercher toute ma vie sur mes réseaux, aller partager mon nom, tout ce que je peux faire, etc. Alors que justement, mon but, c'est de rester un petit peu protégée dans mon cocon. Donc, je suis désolée de pas me montrer à vous, mais, mais voilà. Je suis sûr que tout le monde comprend dans la salle. Oui, tout le monde acquiesce de la tête, si ça peut te rassurer. Merci. Moi, j'avais une question vis-à-vis de ces dramas américains. Effectivement, Sushi m'a pris de vitesse sur la question des dramas français. Mais comment dire? Dans la mesure où le public français ne connaît pas forcément ces youtubeurs américains, moi, par exemple, qui regarde les vidéos de ta chaîne, j'en découvre beaucoup à travers les vidéos de drama que tu fais. Est-ce que tu penses, la question paraît candide, hein, mais est-ce que tu penses que c'est important, malgré le fait que ces vidéastes ne soient pas connus en France, est-ce que tu penses que c'est important que le public francophone ait les informations justement sur ces dramas, ou est-ce que c'est plus que de la transmission d'informations? Est-ce que c'est plus du storytelling et l'envie de raconter une histoire qui est souvent, quand tu en parles, qui est souvent une histoire passée, entre guillemets? Je dirais que c'est plus du storytelling pour le coup, parce qu'on pourrait se dire que, enfin, on pourrait se demander pourquoi est-ce que je présente un peu parfois ces dramas, parce que je leur fais parfois un petit peu de la pub de notre côté, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, je suis plus au niveau de me dire, bah, j'ai envie de divertir les gens en leur montrant un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, si, ça répond parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, là-bas. Hop. Bonsoir. Bonsoir.
Je découvre ta chaîne et ton travail avec grand plaisir ce soir. Je relate énormément sur l'intérêt des dramas et notamment les dramas américains. Moi, un peu comme toi, je suis tombée récemment dans binge-watcher des chaînes entières de bodycam, de flics ricains et c'est un peu mon bonheur en ce moment. Et du coup, me pose une question parce que j'ai l'impression que c'est un peu le support que tu utilises du coup dans ta vidéo. Comment est-ce que tu digues après sur l'enquête? Comment tu pars de quoi exactement? Est-ce que tu regardes un bodycam ricain et ensuite tu vas chercher un petit peu si c'est une personnalité, du coup, ses réseaux, comment est-ce qu'elle en a parlé, tout ça? Ou est-ce que tu entends un drama dans, je sais pas, la presse ou un autre médium? Enfin voilà, j'aimerais savoir comment tu mènes l'enquête. Alors du coup, pour ce sujet-là, en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai une petite liste de différents sujets et sur lesquels je creuse un petit peu pour savoir de quoi ça parle avant de réellement le choisir. Là, pour le coup, pour celui-ci, en fait, il avait déjà été abordé par d'autres chaînes de drama américain, du coup. Et en fait, j'avais d'abord découvert du coup le sujet via ces chaînes avant de me rendre compte qu'il y avait effectivement la vidéo qui avait été, la vidéo de Ewu Bodycam, du coup, qui retraçait justement son arrestation. Mais comment est-ce que je digue après? Généralement, juste, je prends des notes sur tout ce dont j'ai envie de parler. Puis ensuite, je fais des recherches annexes sur Internet. Là, je vous ai montré comment dire, le document de la police sur son arrestation. Ça, ce sont des choses qu'on peut trouver en libre service directement sur Internet, sur des sites du gouvernement américain. Et c'est juste à partir de là, en fait, que je fais des recoupements. Je vérifie aussi sur les réseaux ce que d'autres personnes ont dit au moment où l'affaire est sortie, parce que là, pour l'affaire de Digital Princess, il y a eu énormément de contenus qui ont été supprimés. Et c'est juste énormément creuser, chercher un peu partout pour voir ce qui aurait pu me manquer. Et c'est à partir de là que je construis un peu ma vidéo. Moi, il me vient une question vis-à-vis de cette vidéo particulière par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu voir. Je ne l'avais pas vue hier, je me la suis gardée pour ce soir. J'ai l'impression que c'est une des rares affaires que tu as traitées avec une conclusion qui essaye d'être plus positive, entre guillemets, c'est-à-dire tu laisses la porte ouverte sur le fait que peut-être Digital Princess a vraiment appris de son erreur de 2021 et peut-être que ça lui a donné un électrochoc pour changer de comportement, etc. Par rapport à d'autres portraits que tu as pu faire où on a vraiment l'impression d'avoir des effroyables êtres humains exposés, j'allais dire. Est-ce que tu penses que c'est... Alors, dans un premier temps, est-ce que tu penses que c'est sincère, ce genre de rédemption sur Internet, ou est-ce qu'il y a toujours une part de calcul quand on est influenceur? Et d'autre part, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se remettent en question après un drama? Est-ce que, de ce que tu as pu observer, c'est quelque chose de récurrent? Ou au contraire, est-ce que d'expérience, ils préfèrent surfer sur ce drama qui leur a donné de l'exposition? Désolé, ma question est un peu longue. Oui, attends, j'essaie de reprendre le début de la question. Ça, c'est mon problème. Je fais des questions de 3 km. T'inquiète. Mais oui, du coup, c'est vrai que la plupart des dramas dont je parle n'ont pas forcément de fin positive par rapport à ici. Mais après, c'est que du ressenti de dire que, effectivement, vu que ça fait depuis 2021... attends, donc c'est depuis 2021 qu'elle a arrêté de mettre son fils sur les réseaux sociaux. De ce que j'ai vu, elle a tenu parole à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment que du ressenti, que de dire je pense vraiment qu'elle a appris. Si ça se trouve, d'ici une semaine, elle va remettre son gosse, on va apprendre d'autres trucs. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là de croire vraiment que ces influenceurs se remettent vraiment en question dans ce qu'ils arrivent, se remettent vraiment en question suite à ce qui leur arrive. Mais ce qui est un peu triste dans la plupart des affaires que je regarde, c'est que vraiment les gens se remettent uniquement en question quand ils se prennent l'énorme drama dans la figure et que tout le monde parle d'eux et qu'ils l'auraient pas fait si
si tout le monde n'avait pas parlé d'eux, en fait. Hmm. Je vois, je vois. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Eh ben, allez. Eh ben, vas-y alors. Comment dire, sans en dire trop sur ta vie privée, sans rien dire de ta vie privée, est-ce que tu pourrais, enfin, je veux pas, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire, parce que je te sens passionné par ce sujet, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous ce soir, et j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à te tourner vers la vidéo. Parce qu'après tout, tu aurais tout à fait pu, par exemple, faire un blog, le mettre par écrit. Est-ce que, sans en dire trop sur ta vie privée, tu as une formation particulière sur le format vidéo? Parce que tes montages sont simples et ultra efficaces, je trouve. Il y a du gros boulot derrière, ça se voit pas forcément, mais je trouve qu'il y a un énorme boulot derrière. Et c'est compliqué, et ça s'apprend comme tout. Et dès ta première vidéo, tu as balancé un truc assez dingue, et je me demandais si c'était la première fois que tu tentais l'expérience sur les réseaux sociaux. Et ce qui t'a. Comment t'en es arrivé là, en fait? Sans trop en dire, évidemment, selon ce que tu peux dire. Alors, au niveau du montage et tout, disons que je suis totalement autodidacte, comme beaucoup de gens, de toute façon, sur Premiere Pro et tout. Et en vrai, j'ai appris 70% de ce que je fais sur Premiere Pro, je l'ai appris pendant le mois où je travaille sur ma première vidéo. Donc, j'ai pas une énorme expérience des réseaux sociaux. J'ai pas une formation qui va avec ça. Enfin, pour moi, c'est pas hyper personnel, mais j'ai une formation de secrétaire. Donc, juste, je sais utiliser je sais utiliser un ordinateur. Mais à ce niveau-là, je m'étais jamais dit, je vais faire des vidéos, je vais les poster sur YouTube. C'est vraiment juste, j'ai fait une sorte de burn-out à mon dernier boulot. Je suis partie, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de faire des vidéos. Donc j'en ai juste fait. J'ai appris à les faire et c'est tout. Bravo, franchement. Et le fait de se lancer sur YouTube, là, aujourd'hui, YouTube va bientôt avoir 20 ans. 20 ans l'année prochaine. Et oui, hein, je vois que ça réagit dans le public en mode oh putain, non, merde. Ta chaîne, toi, tu l'as lancée il y a moins d'1 an, comme tu le disais. Quand on se lance sur YouTube, avec tout ce passif, j'ai accueilli beaucoup d'invités dans ces soirées et moi-même en tant que vidéaste. J'ai démarré au début de la plateforme et les codes de la plateforme se sont formés petit à petit de l'expérience et de la création des uns et des autres et de comment YouTube voulait les mettre en avant de telle ou telle manière. Toi qui te lances sur YouTube en 2023, alors que tous ces codes sont déjà en place, alors que la plateforme est déjà formatée, alors qu'il y a, j'allais dire, presque plus de place pour l'amateurisme, comment on appréhende de se lancer justement sur cette plateforme-là? Je t'avoue que j'ai pas énormément appréhendé parce que ça m'est un peu tombé dessus. Mais en vrai, à part juste se lancer et pas trop se poser de questions, c'est un peu ce que j'ai fait de mon côté. Je veux dire, je suis YouTube depuis un bon nombre d'années. Disons que il y en a certains qui voient un peu mes inspirations qui sont plus du côté critique française. On a eu Maxella, on a eu Radi, etc. Donc c'est de leur côté que j'ai appris un petit peu les codes. Et j'ai juste voulu faire quelque chose qui ressemblait à ce que j'aimais bien, mais avec d'autres sujets. Et c'est juste comme ça. Et vu que les codes ont plutôt bien fonctionné, j'essaye de réutiliser les mêmes codes au fur et à mesure de mes vidéos. Tu t'es inspiré de ce que tu aimais et des youtubeurs dont tu appréciais le travail et tu t'es pas posé plus de questions que ça sur le lancement sur YouTube, entre guillemets. C'est vraiment ça. Je me suis juste dit, on va faire une vidéo, on va la poster. Puis j'ai eu de la chance, j'ai été boostée j'ai quand même été boostée par un gros créateur de contenu, c'est pour ça aussi que je suis montée aussi vite. Mais faut juste continuer à faire ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos. Parce que là, je pense que je suis à plus ou moins... je crois que j'en ai 28 peut-être. 28 vidéos sur ma chaîne en 1 an, un peu moins d'1 an. Si j'aimais pas les codes que j'utilisais et ma façon de faire, j'en aurais pas fait autant. Donc c'est beaucoup plus simple quand on aime ce qu'on fait. Bien sûr.
Attention au burn-out quand même, parce que 28 vidéos en un an, c'est... Oui, oui, on c'est prendra des soutenable. vacances bientôt, là. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Oui. Hop. Alors moi, du coup, c'est une question, étant donné que tu dis du coup, que tu as commencé YouTube sans trop te poser de questions. Maintenant, du coup, que tu as vécu des problèmes avec les personnes que tu as citées, est-ce que quand tu fais des vidéos, tu n'as pas des sortes d'appréhension des gens que tu parles, notamment qu'il y a des choses qui arrivent derrière, ou même est-ce qu'au début, tu n'avais pas déjà des appréhensions sur les conséquences que peuvent avoir les vidéos que tu fais? Alors au tout début, quand j'ai sorti mes vidéos, je me suis dit: «De toute façon, il y a personne qui me regarde, donc je ne saurais pas avoir de problème». Je suis partie de ce constat-là. Puis quand j'ai commencé effectivement à avoir des problèmes, je me suis dit: «Bon, il y a» effectivement, quand je fais mon montage, je me dis: «OK, est-ce que je mets cet extrait ou est-ce que je ne le mets pas?» Et puis au final, j'essaie de pas trop me prendre la tête parce que je me dis: «Si quelque chose doit arriver, ça arrivera». J'ai eu le cas avec Lily Jean, je parle beaucoup d'elle parce que j'ai encore eu des problèmes avec elle il y a encore quelques heures. Donc c'est une affaire qui me suit depuis presque 6 mois pour le coup. Mais en fait, si je m'arrête à ça, je fais plus du tout de vidéos et je m'amuse plus du tout. Donc je continue à avancer et on verra bien, on verra bien où ça va m'arrêter. Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur. Merci encore Cléor d'avoir été parmi nous. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux présenter ton travail. On organise régulièrement des avant-premières. Donc, si tu veux organiser une avant-première, même à distance, tu es la bienvenue. Ou toute autre projection. J'ai l'impression que le public, le public t'aime déjà. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Bien, il est temps d'accueillir notre troisième invité. Notre troisième invité était déjà venu aux soirées YouTube présenter son travail. Je l'avais découvert plus ou moins à cette occasion-là sur les recommandations d'un ami. Et je me suis dit, waouh, mais ce mec est bourré de talent, il faut absolument qu'il revienne. Je suis ravi qu'il ait accepté de revenir ce soir. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit. Kevin de la chaîne No Brain No Game. Bonsoir. Salut Kevin, ça va? Pas ouf, non mais si, carrément, Ah, ça va carrément bien. Tu m'as fait peur. Hein. Non, maintenant que je suis là, ça va. Bon, eh ben, ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau. Et merci beaucoup pour la réinvitation, j'étais très content. Un plaisir. Très flatté. Merci. Est-ce que tu veux présenter ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas? Eh bien bien sûr, No Brain No Game, c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo, très originale sur YouTube. Hein, du coup, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Je me suis dit, tiens, je vais faire une. Mais je fais, du moins j'essaye d'analyser les jeux. Donc je fais un petit peu de tests, mais le gros de mon boulot, c'est de l'analyse, comme vous allez pouvoir le voir ici avec la vidéo d'Elden Ring, où on va aller un petit peu plus loin que savoir si le jeu est bien. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les inspirations, voilà, où est-ce que les créateurs ont puisé leurs inspi, dans quoi, chez quel artiste, dans quel film. Pourquoi ils ont décidé que le jeu soit aussi dur Oui, par exemple, oui aussi. Ouais, c'est le genre de truc dans le cas d'Elden Ring, ouais. Ok, eh ben écoutez, sans plus de cérémonie, je vous propose de regarder cette vidéo et d'en parler tout de suite après. Bon visionnage à tous et à tout de suite. Eh ben, merci beaucoup, Kevin, d'avoir permis cette projection. Ça fait plaisir. Merci à toi, surtout. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans le public? Ici. Hop. J'en ai une très simple. En fait, de mon regard de totalement novice, j'ai l'impression qu'il y a une quantité de travail astronomique sur cette vidéo. Et du coup, la question toute bête, c'est ça représente combien d'heures de travail en fait de faire une vidéo comme ça? Alors, en heures, je pourrais pas répondre exactement, mais c'est beaucoup. Ouais. Non, c'est dur d'être précis, mais cette vidéo, elle m'a pris un bon mois où j'avais très peu de boulot à côté, parce que je suis indépendant, et du coup, j'en ai profité. Et où j'étais souvent 8 heures par jour dessus, au moins 3 jours par semaine. Parce qu'il y a aussi des fois des trucs que je fais et en fait, quand je les mets pas, enfin, ça bouge. Et l'écriture est super.
Je pense que sur tout le travail, c'est vraiment 2 tiers de temps d'écriture, 1 tiers de temps de tournage, montage, enregistrement de voix, quoi. Voilà, l'écriture est très longue. Il y a beaucoup de recherches. J'envoie ça aussi à ma maman qui me relit. Des fois à certains copains ou des discussions ou ça. Ou des fois je laisse passer du temps aussi, quelques jours, et je me relis. Je me dis ouais non mais ça c'est vraiment de la merde. Donc je recommence. Donc voilà, ça répond pas exactement à la question. Donne une idée. J'imagine qu'en plus, c'est con comme question, mais j'imagine que pour faire une vidéo comme ça, faut vraiment avoir terminé le jeu de fond en comble, Ah ouais, de t'es A à obligé, Z. ouais. Ouais, bah surtout Elden Ring. Moi, c'est une vidéo qui me faisait un peu flipper à faire parce que la communauté sur les From Software, attention les mecs, faut pas dire de conneries quoi. T'as pas le droit à l'erreur sur les forums et tout. Dans le jargon, on Voilà, utilise quoi. le mot casse-couille. Voilà, mais c'est ça. Genre, j'aurais dit passionné moi parce que voilà, mais des passionnés casse-couilles. Donc ouais, je me suis mis un peu une pression aussi avec cette vidéo sur l'écriture aussi par rapport à ça quoi. Bah, sans dire que je dis n'importe quoi dans mes autres vidéos, hein, c'est pas ça, mais voilà, il y a quand même ce petit truc. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Pas pour l'instant, ça va venir peut-être. Moi, je me pose la question du choix du sujet. C'est vrai que Elden Ring, alors le DLC venait de sortir au moment où tu as fait cette C'est ça. vidéo. Est-ce que c'est difficile de traiter le sujet Elden Ring sans redire ce qui a déjà été dit? Parce que, comme tu le dis, il y a énormément de vidéos qui explorent le lore de Elden Ring. Et il y a des vidéos aussi qui parlent des influences de Miyazaki, etc. Comment on appréhende un sujet aussi colossal et aussi, comment dire, déjà traité, entre guillemets? En fait, à la base, pour cette vidéo, je voulais faire un avis antérieur. Les avis antérieurs, c'est des vidéos que je fais de tests, où là, il n'y a pas d'analyse, c'est juste je dis si j'ai bien aimé le jeu ou pas. Et je voulais faire un avis antérieur sur le DLC. Et c'est à l'écriture, putain, c'est quand même con, on peut carrément creuser. Voilà, donc je me suis pas trop posé. J'ai quand même regardé un petit peu s'il y avait d'autres trucs sur le sujet sur YouTube. Ce que j'ai trouvé surtout, c'est des vidéos plutôt disparates. Il y a un gars qui va parler de telle influence, mais juste sur une vidéo de 5 minutes. Voilà, d'autres du lore, il y en a énormément sur le lore. J'en ai très peu parlé parce que je suis pas calé dessus. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, et de ne pas dire trop de conneries, donc le lore, je me suis dit, oula, j'y touche pas. Et du coup, bah, naturellement, je me suis dit, en fait, on va essayer d'aborder un petit peu tous les sujets. Donc ça dure 3 heures non plus. Je pense que j'aurais pu en dire encore plus. J'aurais pu encore citer plein d'autres références, ou même par rapport à Berserk, j'ai même dû choisir ce que je montrais, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. J'ai ressorti, mais il y a 42 tomes. J'ai ressorti tous les tomes. C'est hallucinant. Normalement, j'en pouvais plus de mettre des petits post-it, tu vois. J'étais là, non mais bon, stop, là, faut choisir. Donc, pour répondre à ta question, j'ai déjà un peu oublié la question. Oui, comment on appréhende le truc? Bah, en fait, naturellement. Voilà. C'est déjà, de base, c'est parti. Je voulais pas analyser le jeu et je me suis mis à l'analyser. Puis j'étais vraiment dans la hype aussi, quoi. Je venais de finir le DLC. Je venais de refinir le jeu pour la 4e fois avant la sortie du DLC. J'étais vraiment en mode ultra fanboy. C'est trop bien. Je veux parler de ça. Je veux parler d'Elden Ring. Je veux rester dans Elden Ring. Donc, je vais faire une vidéo, quoi. J'ouvre une parenthèse, mais c'est un truc qui me fait toujours très plaisir et c'est une agréable surprise que j'ai ce soir. Enfin, surprise, c'est une joie que je découvre ce soir, c'est que les 3 invités qui se sont exprimés ce soir, même s'ils sont de générations différentes, d'âges différents, de genres différents, eh ben, ils appréhendent tous les 3 de la même manière la création, à savoir à l'instinct. On suit nos envies, on suit ce qui nous fait plaisir, on a envie de réagir à des commentaires idiots, on a envie de faire une vidéo sur Elden Ring sans se poser la question de est-ce que ça a déjà été dit, etc. Juste on a envie de le faire. Même chose pour Cléor. Ça me rassure et ça me rend heureux de voir qu'on est encore nombreux créateurs à créer par envie, par passion, par besoin et sans avoir forcément le calcul de je lance une chaîne YouTube, c'est quoi ma stratégie, etc. On entend beaucoup parler de ça chez les jeunes créateurs et ça me fait plaisir de voir que aussi bien les créateurs TikTok, format vertical, les jeunes créatrices qui ont lancé leur chaîne l'année dernière
et des gens qui parlent de jeux vidéo depuis un certain temps maintenant, eh ben, on est tous animés par cette même passion. Donc, voilà, je voulais ouvrir la parenthèse parce que ça me semble important ce qui a été dit par les 3 invités ce soir. Oui, puis je pense que c'est indispensable parce que en fait, ça nous prend tellement de temps tous de faire ces vidéos-là. Si on n'y va pas à la passion, au feeling, en mode bah, je veux faire ça, je le fais, en fait, c'est impossible. Enfin, à la fin, ça devient. On va pas au boulot. Enfin, si pour certains, si, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand t'expliquais Sushi que tu avais essayé à un moment euh, de prévoir un truc, une espèce de plan, puis en fait ça n'a pas du tout marché. Je pense que ouais, non, YouTube, c'est quand même encore un espace aussi où on peut justement créer, où on peut se dire vas-y, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Donc je pense qu'il faut continuer un maximum dedans. Et je pense que ça se ressent aussi. Moi, je le ressens quand je regarde d'autres YouTubeurs. Que putain, ce mec-là, cette nana-là, c'est des passionnés, c'est chouette. Ça se ressent à travers les vidéos. Et ouais, je pense qu'il faut continuer ça, quoi. Oui, complètement. Question là-bas, oui. Hop. Bah déjà, oui, je rebondis juste sur le côté communicatif. Là, tu as réussi à me passionner d'un sujet que je connaissais pas du tout. Si ça se trouve, je vais plus jamais entendre parler de ce sujet. Mais là, ta vidéo, j'ai été accrochée de A à Z et j'étais passionnée par ce que tu me disais. Je comprenais à fond ton émerveillement. C'était vraiment génial. Ça prouve encore une fois la théorie que quelqu'un de passionné peut intéresser tout le monde. Et ouais, justement, je vais répondre par rapport à tous les parallèles que tu fais avec des artistes, des mouvements d'art, etc. Et je voulais savoir, est-ce que c'est ta culture, notamment avec l'histoire de l'art, est-ce que c'est ta culture personnelle qui t'a fait travailler et collaborer donc avec ta mère après coup, parce que toi-même tu as reconnu des choses, ou est-ce que c'est par hasard, par détour, et comment vous avez réussi à faire le parallèle entre des plans et des tableaux en général? Alors en fait, il faut savoir que donc ma mère est docteure en histoire de l'art et elle m'a toujours traîné dans les musées depuis que je suis gamin. Donc grâce à elle, j'ai quelques connaissances. Alors je j'ai pas fait d'études d'art ni rien, mais voilà, j'ai quelques notions. Et effectivement, bah, les jeux de Miyazaki, mais déjà il y a quelques années, je me faisais la réflexion, rien que par rapport à Gustave Doré, et j'étais très vite allé voir sur internet et effectivement, j'étais tombé sur des articles. Donc ouais, il y a pas mal de choses que je vois moi et après il y en a beaucoup où, bah, c'est en allant chercher, en essayant de confirmer parce que des fois j'analyse des trucs puis en fait, c'est pas ça du tout. Heu, j'ai déjà envoyé des trucs à ma maman, elle m'a dit: «Non mais là tu craques sur tel objet, c'est n'importe quoi, c'est pas ça du tout, ça s'appelle un truc comme ça». J'ai pas d'exemple là en tête, mais sur, la vidéo d'Elden Ring, il y avait un moment comme ça. Mais en fait, ça part d'une espèce de constat où je me dis: «Tiens, là, il y a un parallèle, est-ce que ce parallèle, il est vrai?» Voilà, tout simplement et après je vais vérifier et voilà et bah, Friedrich et Doré, ouais, j'avais repéré un peu de moi-même, mais déjà à l'époque, quand j'ai découvert les Souls avec Dark Souls 3, c'était vraiment évident. Caspar Friedrich, c'était dingue l'inspiration, de Friedrich dans Dark Souls 3 et après, le reste, Hubert Robert, c'est typiquement ma mère parce que je lui ai envoyé, en fait, plusieurs screens du jeu en lui disant: «Mais écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te rappelle des choses?» Là, Hubert Robert, quand elle a vu la zone antique de Rho, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la zone, j'ai un peu oublié, elle dit: «Non mais va voir du côté de ce peintre, ça me fait vraiment penser à ça». Et effectivement, tape ça sur Google, j'étais là: «Ouais, non mais oui». C'est hallucinant et alors, en fait, si ça se trouve, ils sont pas du tout inspirés de lui, c'est juste que je me dis, en fait, enfin, c'est possible qu'il y a beaucoup trop de similitudes, quoi. Donc voilà. Après, c'est pour ça qu'il y a certains trucs que j'essaye de prendre aussi un peu au conditionnel, quand j'analyse aussi, certaines choses, quoi. Voilà, bah ouais, complètement et c'est une évidence. Exactement. Ouais, ouais, mais c'est ça que je trouve incroyable parce qu'en fait, tous ces univers, existent grâce à plein d'autres choses, grâce à des films, grâce à des peintres, grâce à des auteurs de BD, grâce à et en fait, c'est ce qui nous donne tous ces trucs incroyables dans lesquels on peut se perdre, et décompresser de la journée. Parce que ouais, on peut décompresser sur Elden Ring, ouais, c'est bizarre, mais oui. Est-ce que ta mère a joué à Elden Ring, du coup? Non. Non, non, non. Alors, ma mère jouait un petit peu. À l'époque, elle jouait à Dark Castle quand j'étais gamin. Et, et je crois que c'est le seul jeu de sa vie auquel elle a joué. Et c'est à cause de ça, je pense, que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo. Un peu de sa faute, on va dire. Voilà.
Et non, ma mère ne joue pas du tout. Par contre, c'est quelqu'un de très ouvert et avec qui je peux partager des univers comme ça. Tu vois. Dans The Witcher, pareil, on a eu beaucoup parlé parce que je commençais un petit peu à lui montrer. Et puis le travail de Zapowski, puis regarde le polonais, puis il s'inspire de pas mal de mythologie et tout. Berserk. Et Berserk aussi, ouais, des choses comme ça. Enfin voilà, du coup ouais, non, elle ne joue pas, mais par contre, je peux parler jeux vidéo avec ma mère. Ça, c'est super chouette, c'est très précieux. Pour moi, en tout cas. Bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, hop. Eh ben, d'abord elle et après toi. Coucou. Ça va un peu rebondir avec ce que tu viens d'aborder, le fait que, voilà, est-ce que tu joues avec ta mère? Moi, je me pose la question parce qu'on entend ton enfant dans la vidéo. Et du coup, je me posais la question, quel est ton rapport avec ton enfant par rapport aux jeux vidéo? À quel point, en fait, il s'intéresse à ton métier, à ce que tu fais? Enfin, par rapport à YouTube, hein, évidemment. Quel est son rapport aux jeux vidéo? Qu'est-ce que tu lui inculques sur le jeu vidéo? Est-ce qu'il comprend tout ça? C'est assez marrant parce que moi, je suis un dingue de jeux vidéo. Je joue beaucoup. Enfin, j'essaye. Depuis que je suis papa, forcément, un petit peu moins. Mais par contre, lui, très peu. Je suis un peu un nazi des écrans à la maison. Tu vois, pas d'écran, juste le week-end, quelques heures. Et je choisis. Là, il a 4 ans et demi. Et on a commencé à jouer vraiment ensemble il y a 2-3 mois sur Luigi's Mansion 3 sur la Switch. Et ça l'éclate parce qu'il y a un petit côté dessin animé. On essaye à deux, mais quand il galère un peu, on remet la manette en solo et tout. Et pour répondre à ta question par rapport à la chaîne, ce qui est assez drôle, là, je suis en train de préparer une vidéo sur Morrowind. Et des fois, il se réveille de sa sieste et je suis sur Morrowind. Et il me dit, tu fais un baboum. Pour lui, c'est le baboum. Et il me dit, tu fais un baboum, c'est pour ton travail. Je dis, oui, c'est pas mon travail, mais oui, c'est ça. Et du coup, lui, il comprend que c'est du boulot aussi, parce qu'il me voit aussi des fois sur le logiciel, et puis je lui explique, bah là, ce soir, là, je vais bosser, là, voilà, tout ça. Donc, je pense qu'il comprend un petit peu, mais ce qui est marrant avec ce gosse, c'est qu'il n'est pas en demande, de jeu, quoi. Je pense que ça viendra plus tard, forcément. Là, il est petit, mais voilà. Par contre, du coup, là, je vais un petit peu plus loin par rapport à ta question. J'aime bien le fait de l'intégrer dans mes vidéos, d'intégrer sa voix. Parce que je pense qu'on est aussi maintenant une génération, on est énormément de parents, de mamans, de papas gamers. Et je trouve ça cool de parler à ces gens-là aussi et de dire, bah, regardez, moi aussi. Et en fait, on peut tout à fait continuer à jouer. Parce que j'ai déjà vu passer des trucs sur Twitter, des tweets un peu con-con, du genre, je vais être papa, je vais être maman, c'est fini les jeux vidéo. Bah non, tu t'arrêtes pas de regarder des films, tu t'arrêtes pas d'aller au cinéma. Il faut arrêter de regarder Twitter. Faut arrêter Twitter. Ouais, j'essaye. J'essaye aussi. Mais c'est dur. Sushi, tu avais une question? Oh, pardon, oui. Il a une très jolie voix et une très jolie élocution. Merci Voilà. pour lui. Bah, je lui dirai. Mais oui, Voilà. il parle très bien pour son âge. Ouais. En effet. C'est marrant. Oui, parce qu'au début j'étais jaloux. Je me disais putain, il a fait vachement bien la voix de gamin. Un expert en voix. Et je me demandais comment, parce que je te devine gamer, je pense que ça se devine assez facilement. Tu dois jouer à une quantité assez énorme de jeux vidéo, peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Et la question que je me pose, c'est comment tu sélectionnes ton sujet? À quel moment tu te dis par exemple, bon, Elden Ring est très riche visuellement, donc effectivement on peut y recouper, mais il y a peut-être des sujets où tu te dis, enfin, à quel moment tu te dis ce jeu-là, je peux en faire une vidéo? Et à contrario, est-ce qu'il y a des jeux où tu te dis là, non, il n'y a pas forcément besoin ou non. Enfin, comment ça se décide en fait pour toi? Déjà, c'est au feeling. Là, Elden Ring, comme je disais tout à l'heure, c'était clairement, j'étais à fond dedans. Il fallait absolument que j'en parle, un truc un peu comme un exutoire. Je peux pas garder juste ça pour moi. Il faut que j'en parle. Et après, effectivement, il y a des jeux que tu peux pas analyser, quoi. Clairement. Là, tu vois, j'ai passé quelques temps sur Star Trucker. C'est un jeu où tu conduis des camions de l'espace. Tu dois livrer des trucs dans l'espace avec des gros camions. Bon, là, tu l'analyses pas. Tu cherches pas du Caspar Friedrich ou du. Donc là, je vais pas m'amuser à faire ça. Mais c'est pour ça que du coup, sur ma chaîne, je fais des vidéos avis, tout simplement, où je peux, du coup, grâce à ces vidéos, parler aussi des jeux qui me plaisent, sans forcément être obligé de rentrer dans l'analyse et me dire ah mince, faut que je tienne mon cahier des charges de la chaîne parce que je fais de l'analyse. Voilà. Et une question me vient, je suis désolé pour rebondir là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
de te lancer dans un sujet en mode ok, ce jeu-là il est intéressant à analyser, puis au bout d'un moment tu es en mode ah ouais non, en fait non, il y a rien, il y a moins que ce que j'imaginais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça arrive. Bah, alors étrangement, on va peut-être me jeter des pierres. Une vidéo que je veux faire depuis longtemps et que j'ai commencé à écrire, mais j'arrive pas à continuer parce qu'en fait, il y a 4 pauvres trucs finalement, même si l'univers est super et très riche. C'est Beyond Good and Evil. À part dire que le jeu est génial, qu'il y a une super ambiance, que c'est très bien écrit, que voilà, il y a des inspirations à la Miyazaki, il y a des clins d'œil à Matrix, des choses comme ça. Mais en fait, ça, tu le dis en 5 minutes. Et c'est surtout des trucs qu'on voit tous. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour l'expliquer. Donc ouais, sur ce sujet-là, je me suis dit, ouais, bon. Mais pourtant, j'ai quand même très envie de parler de ce jeu, mais voilà, j'essaye quand même de trouver des sujets où je me dis, là, ça, moi, je le savais pas, je m'en doutais pas en creusant. Ça peut être chouette de lire, sans dire qu'il y a que moi qui sais, hein, c'est pas ça. Mais essayer de trouver un maximum des trucs qui ont pas été beaucoup, beaucoup creusés, quoi. Ou alors, si c'est pas de l'analyse, ça va être, là, je prépare une vidéo sur Fallout, et du coup, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, en parlant de Fallout, c'est plus de savoir, en fait, pourquoi Fallout? Pourquoi les mecs ils sont partis à parler, à faire un jeu sur un jeu post-nucléaire, quoi. Et là, tu viens sur la crise de Cuba, tu viens sur le traumatisme des États-Unis, et puis un petit peu du monde entier, mais surtout les États-Unis après la crise de Cuba où tout le monde a flippé, voilà, qu'on se fasse tous péter. Et là, tu déroules tout un truc hyper intéressant, en fait, de pourquoi Fallout? Parce qu'il y a eu tout ça et qu'en fait, la crise de Cuba a nourri tout un imaginaire aux USA, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo. Et voilà. Donc après, tu vois, c'est pas que de l'analyse juste visuelle ou voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Encore parti un peu loin dans ma réponse. Mais par rapport à ce que tu disais, justement, je me demandais, parce que ta passion première, donc c'est le jeu vidéo, c'est un passionné de jeux vidéo, et est-ce que analyser une œuvre, par exemple comme Elden Ring, qui t'a énormément marqué et que tu as beaucoup aimé, est-ce que des fois ça te blase un peu, par exemple? Parce qu'on dit souvent, tu sais, qu'à analyser une œuvre d'art, et tu portes le jeu vidéo comme un art, et tu as raison, est-ce que finalement, des fois, tu te dis pas juste... Enfin, je sais pas comment formuler ça, mais des fois, à trop analyser quelque chose, et tu le fais très bien, des fois, on peut juste se dire, ça casse un peu la magie, des fois. Ah, ça oui, le côté de casser le mythe. Ouais, c'est ça, il y a un côté... Non, ça va. Ça t'arrive jamais? Eh ben, Non. tant mieux. Parce que, parce que toi, ça te le fait si tu creuses un peu trop un sujet. Non, franchement, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, je suis très content parce qu'en le faisant, je découvre des trucs. J'ai découvert plein de trucs sur Elden Ring en faisant cette vidéo. Et au contraire, je trouve ça super. Et du coup, ça me conforte encore plus dans le fait que c'est génial, quoi. C'est génial. Donc, non. Et heureusement, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? D'abord au fond, et puis ensuite, on reviendra... Non, toi? Bonsoir. Je me disais, le jeu vidéo, c'est un sujet qui est complètement saturé sur YouTube. Et du coup, comment toi, tu tires ton épingle du jeu dessus? Ou alors, est-ce que tu t'en fous complètement? Tu dis, je fais mes trucs dans mon coin qui me font plaisir. Ou bien tu essaies quand même de trouver un petit truc, un petit truc qui te permet de te démarquer un peu dans le milieu? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'effectivement, c'est complètement saturé. Déjà, j'essaye au niveau technique d'être pas trop mal parce que ça fait quand même, c'est bête, hein, mais ça fait quand même aussi beaucoup la diff. De travailler beaucoup ma diction et là maintenant à l'écriture, j'essaie d'être un peu plus con. Voilà. De faire un peu plus des petites blagues, des trucs comme ça, parce que dans la vie j'aime bien être con. Et je trouve que sur certaines vidéos, je me suis trouvé un peu trop sérieux. Donc après, je sais pas si c'est tirer son épingle du jeu, mais en tout cas, en fait, c'est ma compagne qui me le dit souvent. Elle trouve que je mets pas assez de moi quand je parle de moi-même. Et elle m'encourage souvent à mettre plus de Kevin, de mettre plus de Kevin dans Bobby Lapinte, quoi. Donc peut-être plus par rapport à ça pour essayer de se démarquer. Après, pour le reste, comme tu dis, je parle de jeux vidéo, c'est vraiment un sujet, c'est complètement saturé sur YouTube, c'est sûr. Après, je pense que l'analyse, il y en a beaucoup qui font de l'analyse, mais c'est aussi tellement de boulot que finalement, on n'est pas tant que ça. Donc je pense qu'il y a aussi un petit créneau à prendre en continuant à essayer de faire des trucs un peu, à essayer d'être le plus quali possible, quoi. Est-ce que tu peux faire remonter le micro? Ce sera la dernière question.
Alors, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais de mémoire, tu as fait une petite pause dans ta chaîne au moment justement de la naissance de ton fils. Je voulais savoir en fait si le fait justement d'avoir pris ce temps pour relancer ta chaîne, ça avait changé quelque chose dans ta façon d'écrire, de monter, de réaliser en fait les vidéos, parce que si je dis pas de bêtises, en fait, la toute première que tu m'avais envoyée à l'époque, c'était sur Pod, qui grosso modo est un jeu de course futuriste. Oh, la première. T'avais analysé tout le lore, je me suis dit, ce mec est fou. Et là, t'arrives en fait avec des trucs monumentaux qui font 45 minutes minimum sur des trucs où même moi, je me risquerais pas à écrire une ligne dessus. Du coup, comment ça a évolué ça? Et ben en fait, ouais, effectivement, il y a une pause de 5 ans. J'avais fait quelques vidéos c'était quoi, 2017, je crois, un truc comme ça. Et après, ouais, grosse pause pendant 5 ans, Covid, bébé, tout ça, machin. Et effectivement, quand j'ai repris la chaîne, bah déjà, moi, j'avais aussi un peu plus de maturité, j'avais un peu plus de matos, parce que je suis vidéaste indépendant, et peut-être ouais, une vision un petit peu plus claire de ce que je voulais faire avec No Brain No Game, qu'à l'époque, j'avais genre 2 sujets sur un bout de papier. C'est pour ça aussi qu'au bout de, je sais pas, 3 vidéos, il y a eu une pause qui a duré super longtemps. En fait, je me suis pas dit j'arrête la chaîne. C'est juste que bah là, ça fait 1 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ah là, ça fait 6 mois. Voilà, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tu vois. Et ouais, je me suis mis là dans un truc à me dire, bah mets-toi un roulement, un rythme. Après, t'es pas obligé de faire une vidéo tous les mois non plus, mais voilà. Donc ouais, ça a changé. Et en fait, le format long, c'est venu avec la vidéo sur Cyberpunk. Que j'ai sorti l'année dernière, j'ai sorti une vidéo d'1 heure sur Cyberpunk. J'avais pas prévu de faire 1 heure. Et qu'à l'écriture, bah, au début, ça faisait 20 minutes. Puis j'ai dit, non, mais il faut parler de ça aussi. Puis tu rajoutes 5 minutes, puis 5, puis 5. Je connais. Et à la fin, ça faisait une énorme vidéo d'analyse d'1 heure. Et en fait, si tu veux, le format long, maintenant, je me dis pas, il faut absolument que je fasse un format long. Mais décidément, je suis fatigué. Si l'analyse dure 20 minutes, bon, bah, elle dure 20 minutes. Il se trouve que, en fait, bon, les jeux que j'analyse, il y en a pour plus longtemps, quoi. Effectivement. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Et oui, à noter d'ailleurs, c'est quand même un peu toi qui m'a donné l'envie, avec ta chaîne Le Coin du Bis, de me lancer avec No Brain No Game. Non, c'est vrai, je le dis, tu es là ce soir. Je le dis, merci. À l'époque d'avant, c'était encore le monde d'avant. Mathieu qui est venu le mois dernier présenter une vidéo pour les habitués. Bah écoute, merci beaucoup Kevin d'être venu présenter ton travail. Merci à vous, merci à tous. Comme d'habitude, toi aussi tu reviens quand tu veux pour présenter une future vidéo, une avec ancienne, tant que tu veux. On peut l'applaudir encore une fois. Merci encore d'être venu. Merci. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette soirée YouTube. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas y avoir de soirée YouTube en décembre, puisque c'est la fête des Lumières. On reviendra en janvier. Je vais profiter un petit peu de ce mois de break pour réfléchir à qu'est-ce que je peux améliorer dans la soirée YouTube, qu'est-ce qui peut être un peu meilleur, qu'est-ce qui doit être abandonné, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Donc, comme de coutume, après, à chaque fin de soirée YouTube, on a un petit peu de temps pour boire un coup, si le dernier métro n'est pas trop loin pour vous. N'hésitez pas à venir me parler, à venir me faire des retours, à venir me dire que ce soit votre première soirée ou la Xème, n'hésitez pas à venir me dire, je vais rester là dans le coin, s'il y a des choses qui vous paraissent bien à garder à tout prix, au contraire, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé, etc. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vais profiter de ce mois de break pour réfléchir à qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous en janvier et puis au comptoir pour papoter et boire un coup si le cœur vous en dit. Voilà, bonne soirée à tous.